Finalement, ce fut dans une soirée à bord de nuit où l'allume allumait son premier quart dans le ciel que la séance put enfin commencer, avec pour public ceux des villageois qui n'avaient pas peur ou qui savaient causer avec le cinéma. Sur le pont de 3e classe du bateau, les pauvres gens qui voyageaient avaient le mal de mer et le corps lâche. Ils se laissaient bouléguer de droite et de gauche, renvoyer d'un bastingage à l'autre, pour finir cul par-dessus rambarde et tête dans le vide comme chauve-souris suspendue dans l'air. Dès les premiers mouvements du bateau, certains spectateurs sensibles ou ayant mal digéré rougail graton, bren mouroung ou rhum agricole se levèrent précipitamment pour aller se réfugier derrière les pieds de Galabert entourant le terrain, d'où parvinrent tout de suite après les éructations mal réprimées et cependant reconnaissables du mal de mer. Ceux qu'ils pouvaient s'amarraient solidement à leur siège pour ne pas rouler comme Charlot sautant à cloche-pied en faisant tourner sa canne, ce qui avait pour effet de le maintenir en équilibre. Mais n'est pas Charlot qui veut. Solidement cramponné aux branches tamarins, au toit du car courant d'air ou dans les chaises de paille, les plus vaillants n'en menaient pas large et se contentaient de pousser des râles à chaque chavirement du navire. « Ah, descente à bâbord! Ah, descente à tribord !» Les acteurs du film, Charlot, le timoun, les aides, les choses, les plantes, les arbres, les étoiles et la lune, tous se trouvaient réellement embarqués dans la même galère, chacun résistant à sa manière à la désagréable impression d'être rond, comme une boule carrée. Ce fut l'occasion pour Malbrook et les frères Trajan de protéger leur mignonnette de la rumba piquée du paquebot, pour Thérèse Tic-Tic de se fondre dans les bras de Parle-Pas, et pour les très jeunes gens de serrer les tétés des très jeunes filles qui avaient eu l'audace de leur demander asile dans leur giron. Les premiers rires commencèrent timidement à fuser lorsque Charlot, pénétrant dans la cabine en sous-sol, renversa la soupière pleine de soupe chaude qu'apportait une grosse femme sur la tête d'un passager. La bataille à trois qui s'ensuivit entre la grosse femme, Charlot et le passager, bataille rendue d'autant plus difficile que la houle était forte, écrasa les rires et provoqua chez les spectateurs un tel engagement qu'ils se scindèrent tout à coup en trois camps, le parti de la grosse femme, celui de Charlot et celui du passager. À l'écran, c'était la bagarre, il fallait donc faire quelque chose. Le film tout à coup n'était plus muet du tout. Harmonica, banjo, chansons, sifflements, cris de joie ou de protestation, selon le camp, batterie de cuisine en cadence, claquement des mains sur des tam-tams de bambou, c'étaient les clans rivaux qui s'affrontaient pour ou contre Charlot, pour ou contre la grosse femme, pour ou contre le passager. Charlot devait entendre les encouragements que lui prodiguaient ses fans, car s'il tombait, il se relevait aussitôt. Il savait non seulement esquiver les calottes, mais c'était lui qui les distribuait. S'il recevait un coup de pied, il en rendait trois. La moustache en bataille, les yeux noirs en éclair, le chapeau en équilibre sur la tête, il avait l'air, à chaque victoire, d'attendre de ses défenseurs des îlettes des encouragements pour mieux faire encore. Quand la toile blanche redevint une toile blanche, un tollé d'indignation déchira l'atmosphère, et chaque voisin examina son voisin avec curiosité, et s'examina lui-même, étonné qu'il se fût trouvé là, sur le terrain de foot de Matatane, et non sur un bateau en pleine mer. Elle était moins passionnante, la réalité. Heureusement qu'on allait leur passer le journal d'actualité où tout était vrai pour de vrai, comme si Charlot n'était pas pour de vrai. Et puis, après un grand film plein de crimes, de châtiments et de mystères, c'était bien de continuer.